Rebonjour à tous et bienvenue au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM dirigée par Mylène Fernet. Cette semaine, on parle de la communication positive dans la sexualité. Je m'entretiens avec Yavani, qui est une étudiante du Collège Montmorency, et aussi Stéphanie Couture, sexologue et professeure en sexologie de l'Université Laval. On parle de beaucoup de choses dans cet épisode. L'écoute, la communication de ses besoins, de ses préférences, mais aussi de ses limites sexuelles. On va essayer de voir aussi c'est quoi les manières de favoriser la communication, comme choisir un peu le bon moment d'adresser ces choses-là, mais aussi l'importance de cette communication positive. On n'a pas le choix de passer par les défis et les obstacles à la communication positive dans sa sexualité. Donc, bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être de retour pour un nouvel épisode de Constellation. Je m'appelle Estelle Cazelet. J'utilise les pronoms « elle » en français. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Je suis sexologue aussi. Je l'oublie des fois, mais c'est ça que je fais dans la vie. Je fais bien les podcasts. On adore les podcasts. Et je suis en compagnie de Yavani. Oui, bonjour. Tu veux te présenter un peu, Yavani? Oui, je l'ai déjà fait précédemment, Ouais. mais je m'appelle Yavani, puis j'étudie en double deck à Montmorency. Comment ça se passe en double deck? Ça va, là, je suis à ma dernière session. Je survis, mais ça va. C'est ta dernière Oui. session? Oh my God! J'ai senti qu'on s'est suivi là-dedans, mais j'ai rien fait. Oui. Ça se passe bien? Oui, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Ouais, c'est difficile à se carrer quand même, mais... Ça va, ça a plus l'air difficile lorsqu'on en parle que lorsqu'on le fait. OK. Oui. Fait que t'as pogné la twist, là, tu t'es genre... Exact. OK, ouais, tu t'es adapté à la situation, j'adore ça. Parlant d'adaptation, aujourd'hui, Yavani, on parle de communication positive dans la sexualité. On va essayer de voir en quoi que ça... Qu'est-ce que ça veut dire aussi, là, la communication positive? Déjà, la communication en soi... on a de l'air d'avoir bien de la misère, tous et toutes, à la comprendre. Puis, on va essayer avec Stéphanie. Allô, Stéphanie, qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre invitée et professeure sexologue, dans le fond. Et on va essayer de voir c'est quoi aussi, tu sais, les moyens d'exprimer les façons de faire, les meilleures façons de faire aussi, d'exprimer ses besoins, ses désirs. Fait qu'on est un peu dans le juice quand même de la communication positive associée et liée à la sexualité. C'est pas tâche facile. Je pense que adulte, jeune adulte, étudiant, étudiante au cégep ou pas, c'est d'une complexité assez malheureusement déconcertante. Mais écoutez, on va essayer de réduire nos anxiétés collectives là, par rapport à essayer de développer cette belle communication positive. Mais avant toute chose, j'aimerais ça savoir, Yavani, toi, qu'est-ce que tu penses que c'est la communication positive dans la sexualité? Personnellement, je trouve que la communication positive, Mhm. ça relève surtout de tout le monde, toutes les personnes qui sont incluses dans cette sexualité. Donc, autant de toi que de ton partenaire ou ta partenaire. Et qu'il faut savoir autant parler, donc discuter de ses émotions, que écouter. Parce que je trouve que surtout, quand je parle, par exemple, je fais des arguments avec certains de mes amis, Mhm. la plupart des gens auront l'habitude de vouloir vraiment prouver leur point en se basant sur leurs émotions, et ils vont oublier de prendre le temps d'écouter les autres. Ouais. Et à cause de cela, on n'est pas capable d'avoir une vraie discussion, puis chaque personne va essayer de se battre pour convaincre les autres de son point, mais au final, on se rappelle même plus la raison pour laquelle on discutait au départ. Ouais, puis tu sais, comme une des choses que je trouve que tu dis qui est intéressante, c'est que ça paraît d'être comme un peu le nœud puis les enjeux de la communication en général, là, tu sais, de devoir débattre, de devoir comme... c'est comme si on a plus tendance ou on a de l'air d'être comme peut-être éduqué à débattre plus qu'à dialoguer. Puis Ouais. moi, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, tu sais, comme sexologue, mais aussi comme personne dans la vie, de savoir comment dialoguer. Puis il y a des bases de dialogue qui sont... moi, parfois, insurmontable. Genre, tu sais, tu sais, de ne pas se braquer, de ne pas être sur la défensive, des choses comme ça. Tu sais, est-ce que ça fait partie d'une communication, tu sais, positive de la sexualité? C'est sûr qu'il y a des choses que quand on se fait dire par une personne avec qui, je sais pas, soit une personne qu'on date ou une personne même avec qui on est en couple ou quoi que ce soit, qu'on vit depuis longtemps, comment on fait, tu sais, pour pas induire répétitivement des comportements, mettons, nocifs? Qu'est-ce que tu penses que les gens peuvent faire? De quelle façon on peut faire ça? Tu sais, approcher même juste la discussion d'une communication positive. Hein?
À mon avis, ce serait surtout déjà d'accepter la critique. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont un ego tellement fort que lorsqu'on va leur dire, on va leur reprocher quelque chose, Ouais. au lieu d'y penser, ils vont se dire, oh non, t'es en train de m'attaquer personnellement. Ouais. Et ils vont pas vouloir changer leurs habitudes. Mm. Donc, il faudrait déjà commencer par accepter les critiques des autres, même si on n'est pas nécessairement complètement d'accord avec, Mhm. et se dire, OK, est-ce que peut-être il y a quelque chose que je peux changer ou il y a quelque chose que les autres voient, mais que moi, je vois pas, surtout lorsqu'il y a plusieurs personnes qui te répètent ce même aspect. Peut-être se dire, OK, peut-être que j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin d'accompagnement pour essayer de le changer. Des fois, on peut aller voir un psychologue. Des fois, peut-être juste avoir des activités à l'extérieur de l'école pour pouvoir se Mhm. décharger parce que souvent, on garde tellement d'émotions en nous que lorsqu'on discute avec les gens, on relâche ces pics d'émotions, ces Mhm. sauts d'humeur sur les autres et on s'en rend même pas compte. Définitivement. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à comme d'accumuler soit de l'agressivité, de la colère ou comme peut-être des tristesses associées. Puis moi, ce que je trouve qui est très insidieux et complexe dans la communication associée à nos besoins liés à la sexualité, nos limites liées à la sexualité, puis même nos préférences sexuelles, parce que comme, tu sais, c'est comme, on va y aller par besoin limite au début. Quand on va parler de nos préférences, ça va venir plus tard dans le podcast ou plus tard dans notre vie, OK? Mais on essaye, tu sais, on essaye de tendre vers ça. Puis une des choses que je trouve qui est intéressante de ce que tu dis, c'est que, tu sais, nos besoins, quand on les exprime, souvent la personne va réagir négativement parce qu'elle sent que de dire qu'on a un besoin, c'est de dire tu combles pas ce besoin-là. Et ça, pour moi, c'est le nœud. Tu sais, comme, comment on déconstruit cette chose-là. Tu sais, que tu parlais mettons, je sais pas, d'écoute active, de choses comme ça, mais et d'ego, tu sais, comme comment, mettons, on déconstruit cet ego-là ou qu'on se met de côté. Tu sais, c'est quoi les stratégies, selon toi, pour justement être en mesure de recevoir les besoins ou les préférences d'une personne et pas penser que c'est notre devoir de répondre à ce besoin-là? Comment tu vois ça, toi? Déjà, je dirais qu'un peu dans les deux sens, Mhm. le planning serait une très bonne option parce que si on aimerait entamer ce genre de discussion, puis par exemple, les deux ils sont en période d'examen, c'est sûr que l'écoute sera vraiment moins active et on va pas vraiment prendre le temps de bien écouter la personne, de bien partager ses sentiments. Donc, Totalement. peut-être planifier un moment où est-ce que toutes les personnes seront un peu plus relax ou faire Ouais. une petite sortie pour se changer les idées un peu, avoir un peu de dopamine, faire quelque chose que l'on aime, que Mhm. toutes les personnes aiment et après entamer la discussion. Donc, commencer un peu plus léger, un peu le contraire d'un plat. Commencer par les desserts, puis ensuite aller avec quelque chose Ouais, le beaucoup plus brocoli. Ouais, exactement. c'est ça. Non, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, moi, une des choses que je trouve difficile là-dedans, c'est que l'anxiété, un peu, peut prendre le dessus. Tu sais, je sens quand même qu'on est des générations où, comme l'anxiété de performance, même tombe dans le relationnel. Nous, on le sait en tant que sexologue que, genre, la performance, tu sais, l'anxiété de performance sexuelle est vraiment comme grandissante aussi, surtout dans ta génération. Mais il y a comme des choses qui, pour moi, sont nécessaires aussi d'adresser. Tu sais, comme comment on fait si, mettons, on veut faire ça, genre avoir un peu de dopamine, avoir du fun, nanana, puis de dire comme on planifie ce moment-là où on va parler de nos préférences sexuelles, puis tu sais, comme, faut pas qu'on se sente mal, faut pas qu'on se sente gêné, faut pas qu'on soit fâché de ces choses-là. Allons, genre, faire un tour, je sais pas, moi, on va aller voir un film, tu sais, d'action super le fun au cinéma, mais quand on va revenir, tu sais, on va parler des vraies choses. Comment on fait quand soit on est une personne anxieuse ou que, tu sais, ou ses partenaires sont anxieux, tu sais, comme, est-ce que au-delà du planning, mettons, tu sais, tu penses à d'autres stratégies qui pourraient être faites pour comme se faire du bien là-dedans, là, dans le fond, parce que c'est ça aussi le mandat, là. Ben ça, c'est quelque chose que j'avais fait avec ma classe. On était au restaurant, OK? mais j'avais apporté un jeu avec des questions sexuelles. Et Ouais. puisque c'est des questions et que ça a plus la forme d'un jeu, Mhm. donc là, tu as moins l'impression de répondre à une question que ton partenaire te vise précisément et tu as moins d'idées derrière pour te dire ah, pourquoi tu me poses cette question et pas une autre. Ouais. Donc là, il y a plusieurs jeux de ce type avec Mhm. différents types de cartes. On peut même en trouver en ligne s'il y en a que, par exemple, les parents seront un peu plus restreints par rapport à ce sujet. Mhm.
Et tu piges une carte, puis vous répondez tous les deux, chacun votre tour, à cette question. Je trouve que ça a vraiment aidé parce que lorsque j'avais apporté au restaurant, Ouais. toute la casa voulait essayer, essayer le jeu. Donc, j'ai donné un petit paquet de cartes. Et même si on se connaissait à peine, ils discutaient, puis ils répondaient aux questions qu'ils pouvaient. Sinon, ils ignoraient, ils la mettaient de côté. Puis c'est ça qui est nice, hein. Ça, l'affaire avec ces jeux-là, que j'adore de tout mon cœur, moi, il y a vraiment comme plusieurs de ces jeux-là que j'apprécie, là. Tu sais, ça peut être aussi des questions philosophiques sur la famille, sur comme... il y en a même que c'est des jeux en individuel, là. C'est des questions qu'on peut se poser pour soi-même. Une des choses que j'aime, c'est qu'effectivement, tu sais, dans le fond, tu es comme en train de créer par le jeu un événement de communication positive. Fait que, tu sais, le jeu peut vraiment venir combler les lacunes d'anxiété ou whatever. Mais moi, ce que j'aime de ces jeux-là, c'est comme d'avoir la chance de skip. Tu sais, de dire, non, moi, genre, je sors ma carte en ce moment, je vais skip parce que c'est trop difficile ou c'est trop touchant ou c'est comme, pour vrai, genre, je me sens envahie live parce que je sais même pas, tu sais, qu'est-ce que serait ma réponse. Puis ce que je trouve le fun de ce genre de jeu-là, c'est ça, c'est que les gens se défilent pas. On est comme pas, Oui. je sais pas, on dirait qu'on n'est pas trigger dans genre nos styles d'attachement. C'est comme, c'est respecté parce qu'il y a un cadre, parce que c'est décisif, parce que c'est dirigé aussi, là. Mais c'est vraiment un bon truc. Moi, je trouve ça génial. Parlant de jeu, là, moi, quand on réfléchissait à cet épisode de podcast-là, j'ai repensé à un outil pédagogique que j'aime vraiment qui s'appelle la liste sexy. Mais la liste sexy, là, tu sais, c'est vraiment une traduction. C'est une traduction. Mais en anglais, on l'appelle la Yes, No, Maybe So, a Sexual Inventory Stock List. Puis dans le fond, c'est une liste de questions qui sont vraiment personnelles, on va dire ça de même, qui justement nous aident personnellement et avec autrui à savoir justement comment on peut communiquer nos besoins, nos préférences, nos limites, etc. dans une relation intime. Parce que justement, des fois, c'est ça aussi le nœud de la guerre d'une communication saine ou positive de sa sexualité. C'est que dans le fond, mais je sais-tu, moi, Seigneur, si je veux que tu me flattes le bras, tu sais. Mais dans cette liste-là, dans cet outil-là, ce qui est fantastique, c'est vraiment ça, c'est que on a le choix de répondre, mettons, selon plein de catégories à justement la réponse sexuelle ou le sécurisexe ou les relations ou justement, tu sais, comme tous les enjeux de consentement. On peut toujours répondre oui, non, peut-être, je ne sais pas. Si c'est potentiellement un fantasme ou ça s'applique pas. Genre, il y a des choses qui s'appliquent pas, tu sais, à la vie sexuelle des gens. Puis je trouve que c'est un outil fantastique pour ça. On peut la trouver d'ailleurs sur le site de la Fédération du Québec du planning des naissances. Pour moi, c'est un outil qui est génial parce que tu peux le faire juste avec toi-même, avec une ou des partenaires. Puis à chaque fois, évidemment, tu te rends compte que dans le fond, ton questionnaire, il change. Ça, en soi, c'est un défi, là, tu sais, de taille, de comme pas avoir peut-être les mêmes désirs, besoins, etc. avec certaines personnes. C'est compliqué, mais justement, on avait envie, dans le fond, de parler avec une experte en la matière, Stéphanie Couture. Stéphanie, veux-tu un peu te présenter avant qu'on plonge dans les bonnes techniques, les bonnes façons, ce qui peut venir aider les enjeux, déconstruire ces enjeux-là, puis ces freins-là, surtout là, de la communication positive à la sexualité? Oui, donc Stéphanie, je suis sexologue et professeure à l'Université Laval, comme tu m'as introduite. J'utilise le pronom elle, donc les pronoms féminins. Euh, Sinon, en fait, j'ai fait ma thèse sur l'assertivité sexuelle, en fait, qui est la capacité à négocier ses besoins, désirs, limites dans la sexualité avec un ou une partenaire. Donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis principalement penchée sur, justement, qu'est-ce qui existe au niveau de la recherche sur la communication en lien avec la sexualité de manière générale. Puis, c'est quoi moi, j'ai envie un peu de creuser je sais pas pour toi, Yanni, mais moi, je suis genre. Alors, qu'est-ce que la recherche dit? Mais qu'est-ce qu'on remarque, dans le fond, des personnes qui ont peut-être moins de cette agentivité-là à nommer? Tu sais, c'est quoi les failles tu sais, dans certaines relations versus les bons coups, comme les choses qui facilitent cette communication-là, tu sais, comme les conclusions que tu observes, mettons, toi? Ben là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Sorry.
j'aimerais ça juste pour commencer, là, vous avez nommé plusieurs choses depuis le début, mais revenir à la base de c'est quoi la communication. Tu sais, la Ouais. communication, on peut voir un peu comme 4 éléments principaux. Il y a un contexte, il y a un message à faire passer, il y a un émetteur, puis il y a un récepteur. Donc, à chacun de ces éléments-là, on peut observer des barrières ou des facilitants OK. qui peuvent soit aider à ce que justement le message se passe mieux, Ouais. se traduise mieux dans la relation, ou à l'inverse, que ça passe moins bien, là. Ouais. Puis est-ce que tu remarques si, mettons, tu sais, juste vite de même, est-ce que, genre, parce que j'ai l'impression que clairement, tu sais, au salon funéraire, d'aller parler de genre, ouais, tu Mhm. sais, la fois que tu as fait ça, c'était vraiment great. Peut-être pas le bon moment, là, Ouais. tu sais, surtout si c'est sa grand-mère ou, tu sais, quelqu'un de proche qui est mort, tu sais, on le sait, contexte. Bon, Ben, fait que très peut-être, bon élément, le contexte, puis vous l'avez discuté aussi c'est tout à ça. l'heure, là, l'examen, là, tu sais, si tu es Ah, en période d'examen, là, ça c'est aussi, ça vient vraiment Ouais. jouer. ouais. Puis, tu sais, pour pousser encore plus loin par rapport au contexte, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de parler de sexualité pendant les activités sexuelles. Ouais, ça, c'est un bon point. Donc, il y a aussi l'idée de voir, tu sais, c'est quoi le moment où ça va mieux pour toi de t'ouvrir par rapport à la C'est ça. sexualité. Est-ce que c'est avant, pendant, après? Les couples que j'ai rencontrés dans le cadre de mon étude Ouais. au doctorat, je me souviens d'un couple, entre autres, que eux, ils s'ouvraient par rapport au fait que le moment qui leur convient le mieux, c'est vraiment quand ils sont couchés dans le lit après avoir fait des activités sexuelles. Ben Wow. vraiment d'être dans le noir, dans le Mhm. silence. C'est à ce moment-là qu'ils se sentaient le plus à l'aise de s'ouvrir justement C'est avec tellement leur cool. partenaire. Puis c'est comme des choses que tu peux trouver pour toi-même et que tu peux trouver avec une personne en particulier, là, de ce que je Mhm. comprends. Parce que, tu sais, c'est ça. Et c'est là, je trouve, la complexité de la chose, mais ça se travaille. Tu sais, je pense que, comme tu dis, le contexte est nécessaire à adresser. Les messages qu'on veut porter sont vraiment importants aussi. Tu dis l'émetteur et le récepteur. Est-ce qu'il faut tous ces éléments-là pour que ça fonctionne ou... Ben, je pense pas que tous ces éléments-là sont nécessaires pour qu'un message soit bien passé. Ben, c'est sûr Ouais, qu'il faut à la base un émetteur, un c'est récepteur, parce ça. qu'on n'a pas le choix d'être minimalement 2 personnes, voire Mhm. plus, Ouais. pour Ouais. communiquer ensemble. Mhm. Donc, je pense que pour que ça se passe dans les meilleures conditions, l'idéal, c'est que justement le message qu'on souhaite passer aussi soit clair. Tu sais, la liste que tu as présentée tout à Mhm. l'heure, je trouve que c'est un super bon exemple Ouais. pour justement aider les personnes à identifier, bon, mais c'est quoi le message au final que je veux faire Mhm. passer à mes partenaires? Oui, totalement. Tu sais, mettons, on parle beaucoup du contexte, puis quand on parle de l'émetteur puis du récepteur en communication, ça me fait penser, moi, une des choses que je trouve compliquées, soit à éduquer, tu sais, en éducation à la sexualité ou à même comprendre, tu sais, Mhm. pour nous-mêmes ou genre de façon générale, tu sais, dans la vie et dans la sexualité humaine, c'est vraiment l'aspect de la vie humaine, aussi la sexualité, qui est quand même délaissée en termes d'éducation. La notion même de communication, on en parlait tantôt, Yavani, tu sais, tu dis, on est vraiment souvent plus dans des arguments, Ouais. dans des discours d'opinion, tu sais, on n'a pas, on est rarement dans l'échange, tu sais, on voit pas comme la communication comme étant, hey, tu sais, est-ce que la table est ouverte? Est-ce que je peux déposer un message? Tu sais, il t'appartient pas, tu n'as pas à le tenir, tu sais, c'est pas sur tes épaules, etc. Mais mettons, moi, je trouve que de base, la communication, tu sais, est en soi quand même complexe. Mais ce que je trouve difficile à essayer de comprendre ou à éduquer, même chez les jeunes ou même chez les adultes, c'est comment on fait pour parler ou exprimer vraiment, genre, parce que là, on parle vraiment d'expression, là, tu sais, orale ou écrite Mhm. quand même, là, tu sais, de ses besoins, etc., quand ça n'a jamais été quelque chose qui était possible de faire. C'est comme si la sexualité, ça a un... Je trouve que il y a une dichotomie, là, dans la sexualité humaine, là, c'est l'affaire la plus innée, fait qu'on n'a vraiment rien à se poser comme question. Mais quand on arrive dans le fait, on est comme, ouais, non, ça nous prendrait pour vrai comme des études, genre, pendant des siècles,
là, tu sais, pour bien communiquer, bien nommer, déconstruire sa honte. Fait qu'il y a comme tout le temps une dichotomie, puis les gens, ben, sont perdus, tu sais, entre ces deux choses-là constantes. Fait que, et là, tu rencontres quelqu'un d'autre, c'est quoi son expérience de la sexualité aussi, puis de la communication dans la sexualité. Donc, moi, c'est un peu ça aussi, qu'est-ce que je voulais parler, dans le fond, avec vous autres. Mais tu sais, ça serait quoi, même toi, Yavani, tu sais, si tu veux partager à quoi tu penses, mais ça serait quoi les choses qui favoriseraient justement une communication de nos besoins, de nos préférences, de nos limites, etc. Puis, je pense qu'il faudrait donner un peu un exemple, tu sais, de c'est quoi nommer un besoin, parce que depuis le début, on est genre les besoins sexuels. Mais tu sais, comme moi, je me suis déjà fait dire ça jeune, puis j'étais comme, de quoi on parle, tu sais. Fait que, je sais pas, là, j'avais écrit partout, donner des exemples concrets. Mais mettons, ben, ouais, c'est ça. Je vais en donner un, mais mettons, j'ai un besoin d'éjaculer en présence d'un ou d'une partenaire, ou pas. Tu sais, éjaculer seulement lorsque je suis seule, mettons. Fait qu'on pourrait dire, j'aimerais éjaculer en ta présence. C'est quand même, tu sais, juste le dire moi-même, je suis comme, ouais, OK. Tu sais, on vous demande pas nécessairement là, de vous rendre là demain matin, mais on sait, par exemple, que c'est vraiment facilitant de nommer les choses clairement de cette façon-là. Mais pour moi, c'est important de juste au moins donner comme un exemple concret, puis on peut en redonner tout au long de l'épisode. Mais bref, voilà. Ça serait quoi, justement, de favoriser cette communication-là? Y a-t-il des techniques, des façons d'être? Qu'est-ce qu'on veut pour ça? Mais juste pour revenir, là, justement, tu sais, t'as nommé qu'il y a plusieurs barrières qui existent. Ouais. Tu sais, moi, je vois différentes catégories, justement, de barrières. Il y a au niveau, tu sais, de la relation, ben, on peut avoir peur de briser l'ambiance si on aborde certaines choses pendant une activité sexuelle, par exemple, ou on peut avoir peur de, tu sais, pour préserver la relation aussi, on peut préférer cacher certaines choses à des partenaires. Puis sinon, au niveau de l'autre, du partenaire, ben, on peut avoir peur que, justement, il prenne mal, tu sais, qu'il soit fâché lorsqu'il apprend qu'on a une préférence et qu'il n'arrive pas à nous satisfaire à ce niveau-là. Au niveau personnel aussi, il y a aussi des barrières. Tu sais, on peut ressentir de la honte ou avoir peur du jugement par rapport à nos propres préférences. Donc, je voulais juste, c'est ça, revenir un peu sur les différentes barrières que je pense que j'ai observé, entre autres, dans mes études auprès des ados jeunes adultes. Là. Ouais. C'est fou. Oui, ben, ce que je pourrais conseiller pour améliorer ou emmener la discussion, ben, ce serait d'adopter plusieurs manières. Donc, dépendamment de comment le caractère de la personne, s'adapter à ce caractère. Donc, si, par exemple, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus écrire, ce que je conseillerais, ce serait plus de lui proposer d'écrire ce qu'il ou elle aimerait. Et peut-être, si la personne a honte, de le lire à un moment plus tard ou lorsque la personne n'est pas face à vous. Ou peut-être mettre vos chaises dos à dos pour pas vous parler face à face. Ça me fait penser, le noir. Après avoir fait des activités sexuelles, j'adore. Pour discuter de vos idées ou de votre relation. Et aussi, des fois, peut-être, il y a des personnes qui aiment plus les contacts physiques. Donc, juste le fait de faire un câlin à cette personne et de laisser la personne s'exprimer, puis ça aidera la personne à mieux évacuer ses idées. Et aussi par rapport à la charge mentale dans les relations, que ce soit au niveau du gars ou de la fille, peu importe. Des fois, si tu sais qu'il y en a un qui a plus l'habitude à cuisiner ou à préparer les sorties, essayez de prendre l'initiative pour libérer cette charge à la personne. Vu que la personne est capable, n'a pas besoin de penser à ça, elle peut penser à ce qu'elle aime ou ce qu'elle apprécie ou ce qu'elle n'apprécie pas nécessairement de la relation pour mieux te les dire par Mais la ça, suite. j'aime vraiment ça, ce que tu dis, parce que, tu sais, un des trucs qui est souvent recensé dans une communication plus positive de la sexualité, tu sais, c'est la notion d'autoréflexion, c'est l'introspection. Puis ce que tu dis, Avani, en disant ça, c'est, ben, c'est sûr que si une personne que tu dates ou quoi que ce soit, peu importe, là, c'est quoi son rôle dans la société ou les tâches qu'elle a besoin de remplir, dans sa vie, c'est de dire que ben, ça se peut qu'elle ait moins d'espace pour remplir cette fonction-là ou cette tâche-là au sein de votre relation intime. Et donc, c'est sûr que si une personne a full de travail, vraiment plein d'études à faire, justement, là, les périodes d'études, c'est comme si toi, tu n'es pas dans cette situation-là, mais que tu as quand même envie d'engager une discussion entourant ces besoins sexuels-là, c'est donc de dire, regarde, écoute,
je sais pas, moi, tu vis avec la personne ou comme c'est tu vis avec la personne que tu dates puis ton coloc, mettons. Puis là, c'est de dire, hey, je vais prendre la charge mentale du ménage, des choses comme ça. Comme ça, tu auras moins à penser à ça. Est-ce que, est-ce que dans cette communication-là, puis dans ce désir-là d'ouvrir justement la communication, il y a il y a comme des limites, selon vous, dans l'attente qu'on peut avoir face à une discussion? C'est comme des limites de temps. Les gens, sans être anxieux ou stressés, comme est-ce qu'en soi, de ne jamais pouvoir communiquer ses besoins, etc., ça peut être comme quelque chose qui, je sais pas, brime, brise, comme crée un enjeu supplémentaire. Déjà que c'est tough de parler de sexualité, puis de nos besoins, puis de nos préférences sexuelles à un ou une ou des partenaires sexuels. Si les gens sont genre, non, je peux pas, c'est sûr que ça renvoie à comme une difficulté supplémentaire. Et là, c'est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas clair pour moi. J'imagine pour personne. C'est une grosse question. Ouais, Ben, personnellement, ce que je conseillerais, c'est parce que je sais qu'il y a certaines personnes, peu importe leurs convictions, qui ne peuvent juste pas en parler, que c'est un sujet qui est trop tabou pour eux. Ça, c'est vrai. Donc, dans ces situations-là où il y aurait une des deux parties qui voudrait vraiment en discuter, ce que je conseillerais, c'est au lieu d'aller directement vers la sexualité, d'aller vers des plus petits détails ou d'aller plutôt vers le relationnel, un peu comme les relations avec tes amis. Au lieu d'aller droit au but, tu contournes un peu le pot. Donc, par exemple, si tu n'as pas vraiment aimé ton dernier rapport, au lieu de parler de ça, tu pourrais parler aux alentours, dire comment était ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que dernièrement, tu as des sauts d'humeur ou il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille ou quoi que ce soit. Et avoir des discussions-là des deux sens, parce que je trouve que même si c'est pas nécessairement sur la sexualité en tant que telle, il y a plein de sujets qui tournent autour, qui peuvent aider à améliorer la sexualité sans nécessairement passer droit au but. J'adore, ouais. Je trouve ça intéressant ce que tu soulèves. Là. Premièrement, je pense que c'est important de revenir à la base que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de discuter de sexualité. J'ai vu une étude récemment sortir cet été qui disait qu'il y avait quand même 25% c'est un échantillon de 7000 personnes dans 6 pays, 25% qui ne se sentaient pas du tout à l'aise de discuter de sexualité. Puis il y avait une personne sur 2 qui disait qu'il y avait place à amélioration, selon eux, dans leur propre relation. Donc, tu sais, c'est important de revenir à la base que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire, c'est pas tout le monde qui sait comment s'y prendre. Donc, de discuter peut-être autour de d'autres enjeux pour commencer, de se familiariser, aussi déstigmatiser les discussions en lien avec la sexualité. Je pense que de manière générale, au niveau de l'éducation, que les professionnels, les parents ont un rôle à jouer aussi de parler davantage de sexualité avec leurs enfants, leurs adolescents, pour que par la suite, à leur tour, une fois qu'ils entreprennent des relations intimes, ils se sentent à l'aise d'aborder la sexualité avec une ou des partenaires. Totalement. Puis ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est comme de pratiquer différentes formes de communication qui sont vulnérabilisantes. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont trouver ça plus difficile de parler de leur rapport familial que de leur sexualité, mais inversement, ça se peut que ça soit l'inverse pour quelqu'un. Fait que, il y a ça aussi là, qui est drôle. Là, c'est comme, on peut essayer de parler, puis tes parents, puis là, la personne, si tu vois qu'elle se braque, peut-être que c'était pas le bon sujet à pratiquer. Des fois, c'est la sexualité, d'autres fois, c'est l'argent, c'est les tâches ménagères. L'école, l'anxiété de performance. C'est juste comme, finalement, ce qui habite les gens, qui est difficile à dire puis à sortir de l'extérieur. Puis moi, j'ai envie de dire quelque chose, là, comme je sais que la sexualité, c'est vu et perçu par plusieurs personnes comme étant honteux parce qu'on pense souvent qu'on est anormal, dans nos désirs. J'ai envie de dire, puis je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, mais tu sais, il y a des gens qui ont des difficultés associées à des fantasmes, là, ça, on le sait, mais mettons qu'on put ça aside pour un moment. Tu sais, notre cerveau humain puis notre imagination sexuelle, elle est infinie.
Puis des fois, elle va dans des endroits où ça n'a pas de maudit bon sens, puis qu'on est comme, ben voyons donc, tu sais, est-ce que c'est normal? Puis on va toujours avoir inconsciemment, même des fois, ça se rend même pas à notre conscience parce qu'on évite. On est comme non, 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 je veux pas parler d'algues marines, je sais Oui. plus. Fait que, tu sais, je peux pas, tu sais, non, je veux pas aller là. Mais il y a absolument rien, tu sais, de désastreux d'avoir des fantasmes qui sont, selon soi, hors du commun, qui peuvent être même, j'ai envie de dire, tu sais, comme difficiles à aborder, tu sais, qui pourraient avoir de l'air d'être violents, des choses comme ça. Un fantasme en soi, c'est lié à notre imaginaire érotique dans le contexte de la sexualité, puis c'est un peu infini, puis quand on est coincé avec ce genre d'informations-là seul, chose que je pense qu'on est tous et toutes coincés avec, ben je pense que ça peut avoir des impacts quand même dans notre communication, juste du réel puis du tangible, là, tu sais, comme le geste sexuel en soi, tu sais, il est moins complexe que le fantasme. Donc, tu sais, de juste vous dire que c'est correct, tu sais, d'avoir des fantasmes qui peuvent paraître hors du commun, qui ne reflètent pas la réalité aussi. Ça, il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur leurs fantasmes, Ouais. qui sont comme, ah, genre, ça a-tu rapport? Qu'est-ce que c'est ça? Mais non, puis moi, j'ai souvent dit, puis je sais pas si ça fait du sens, mais tu sais, notre imaginaire, point. Et notre imaginaire érotique, c'est vraiment comme une énergie qui nous porte tu sais, vers des passions, vers des désirs, vers tu sais, une forme de création, justement. Puis Ouais. la sexualité, les fantasmes, c'est comme l'énergie pour mettre en pratique le corps à corps, potentiellement, etc., et non pas les algues marines. Tu sais, genre, dans le sens, l'algue marine n'est pas nécessaire. Tu sais, genre, Ouais. tu peux comme le transformer, puis au pire, ben, tu iras chercher des algues marines. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Personne n'est blessé là-dedans, sauf soi, j'ai l'impression. Puis ça, c'est comme quelque chose que je me. Genre, on dirait que je me bloque toujours à comme comment on déconstruit la honte, tu sais, comment on fait pour être positive ou positif dans notre sexualité, comment on tend la main vers une ou des partenaires. Il y a beaucoup de choses, tu sais, que je sais qu'on n'aura pas toutes les questions, mais y a-t-il des choses spécifiques qu'on peut faire autre que pratiquer des communications vulnérables, selon vous? Ben, je dirais, au premier abord, ce serait, ben, vu qu'il y a Internet, il y a une Ouais. manière d'avoir des discussions anonymes. Peut-être Hmm. discuter de ça anonymement, puis voir, ah, finalement, il y a d'autres personnes de mon genre qui aiment aussi, et qui ont les mêmes attributs que moi, qui ont les mêmes attraits que moi, Mhm. et voir comment eux, ils vivent leur vie, Ouais. comment ça les décomplexifie et comment ils sont capables de vivre avec ça. Hmm. Par exemple, il y avait une map que j'avais vue dans une exposition. Ouais. C'était, je pense, Gay Map ou un truc du La genre. queer map. Oui, la Queer Map, C'est voilà. fantastique, ça. Et du coup, je trouve que c'était vraiment intéressant, surtout pour les personnes that are still in the closet, Ouais, ouais, qui ne ouais. sont pas encore capables de s'assumer en soi. Mhm. Ils peuvent voir comment ça s'est passé pour d'autres personnes, le positif et le négatif, Tout à pour fait. avoir un aperçu de cela. Oui. Et en plus, surtout, j'ai apprécié parce que c'était ouvert à tout le monde, même s'il y avait aussi des personnes hétéros qui parlaient de 100%. leurs relations, de leurs rencontres. C'était vraiment très intéressant. Ouais, Queer Mapping, c'est vraiment une belle plateforme, là. Ils sont vraiment surchargés actuellement. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que c'est mondial. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux faire une pin en expliquant un événement. Fait que, tu sais, mettons, tu vas lire des choses, exemple, à Montréal, tu peux lire des messages. Tu sais, il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup de pins. Oui. Mais tu peux lire, par exemple, des trucs comme c'est l'endroit où je t'ai embrassé pour la première fois. Mais là, tu sais, tu peux t'en aller, mettons, en Grèce, puis là, lire ce que les gens écrivent. Tu sais, il y a effectivement quelque chose avec l'accès à la communauté mondiale et l'anonymat, là, tu sais, lié à la sexualité qui peut vraiment venir en aide. Ouais, Et totalement. surtout, ce que je trouvais intéressant de cette map, c'est que les pays qui sont ostracisés, où c'est vraiment Exact. tabou, la sexualité, tu as quand même l'accès à ce savoir. Donc, tu es quand même capable d'avoir l'accès au vécu des personnes dans ces pays-là pour voir, comparativement à ta situation où tu es, oh, comment est-ce que moi, je peux le vivre, comment est-ce que je peux le ressentir. C'est Ouais. vraiment intéressant. C'est vrai que c'est cool pour ça. Oui.
Toi, Puis, des exemples? ben non, mais je trouvais ça super intéressant, là, justement, cette idée-là de normalisation là, Ouais, qui ressortait beaucoup là, ouais, dans ce que tu as nommé tout à l'heure. Je pense que c'est un besoin en éducation à la sexualité, ouais, justement, très, très prenant, là, que ce soit chez totalement. les adolescents, les jeunes adultes, le besoin de se sentir normal, tu sais, de Mhm, sentir que ce qu'on désire ou nos préférences qui sont adéquates, mhm. c'est ça. Vraiment, le mot normal, c'est un Ouais, mot qu'on n'aime pas du tout en sexualité, vraiment pas. parce que la sexualité, c'est rempli de nuances, c'est Mhm. la créativité qui devrait primer, mais c'est un Amen. besoin qui se fait beaucoup Mm. ressentir, là. Puis, tu sais, j'avais envie un peu de terminer cet épisode-là en parlant de ce que tu as dit au début, Yavani. Moi, ça m'a touché quand tu as dit, tu sais, comme de l'ego, là, tu sais, la notion d'ego un peu, là. Je pense que cet ego-là, ce soi-là qu'on veut intact, qu'on veut justement, tu sais, privé de tout au but ou, tu sais, comme critique ou quoi que ce soit. Tu sais, dans les relations, mettons, intimes, surtout amoureuses, on sait qu'il y a plus de risques, entre guillemets. Là. Mhm. Je ne sais pas si j'ai encore raison de dire ça, mais il y a plus de risques aux violences insidieuses parce qu'il y a comme un peu le reflet de, tu sais, de fusion. Tu sais, tout le monde n'est pas dans des configurations fusionnelles, mettons. Mais tu sais, je pense un des mots d'ordre aussi de ce qu'on dit depuis tantôt, c'est vraiment de se différencier, de se distancer finalement de l'autre, tu sais, pour déjà, d'une part, mieux se comprendre nous-mêmes dans nos Mhm. désirs, nos préférences sexuelles, puis même nos limites. Puis après, d'être comme en posture, finalement, pour accueillir l'autre personne. Parce que si on fait ce chemin-là pour nous, on va bien voir que c'est difficile d'être vulnérable, tu sais, d'exprimer ces préférences-là. Puis finalement, ben, l'autre personne va probablement se sentir vraiment accueillie, tu sais, et en confiance avec soi. Fait que je pense que ce rapport-là est à travailler, tu sais, de juste garder un pas de recul, réfléchir pour soi, Ouais. se distancer puis se différencier de l'autre, là. Tu sais, l'autre, cette Mhm. personne ne sera jamais toi dans ta C'est vrai. sexualité, tu sais. Cette posture-là, justement, d'écoute à l'autre Mhm. est très important, je trouve, pour distinguer, justement, là, je reviens à l'assertivité sexuelle, Ouais. mais, tu sais, ce que vu comme constat, là, dans ma tête, c'est que tu sais, tu peux affirmer autant que tu veux tes besoins, tes désirs, mais si en retour, tu n'es pas présent pour écouter l'autre, on n'appelle plus ça de l'assertivité. Si Ah, c'est tu intéressant, dépasses ouais. les limites, justement, si tu affirmes Mhm. à outrance tes besoins sans respecter ceux de l'autre, ben Mm. à ce moment-là, on tombe dans la coercition sexuelle, on Ouais, tombe ouais, dans les ouais. violences sexuelles. Mm. Donc, c'est vraiment cette idée-là là, de perspective de Ouais, l'autre aussi, ouais. de prendre en considération ses propres besoins, désirs, limites dans la sexualité, c'est super important. Fait que de trouver un équilibre finalement entre comme les notions de besoin, l'expression de ses limites, Mhm. puis même justement, tu sais, comme j'aime l'idée des préférences au sens où comme, tu sais, ça travaille beaucoup sur le non-jugement, tu Ouais. sais, le fait de comme comprendre que c'est pas du rejet, mais bien comme plus de l'ordre du fantasme, tu sais, de Mhm. la fantasmatique. J'adore ce qu'on a dit. J'adore. J'ai vraiment aimé cet épisode-là, même si ça paraît des fois un peu. Je trouve que celui-là est un peu plus abstrait, en mon sens, parce que c'est Mhm. celui qui demande. Genre, on a parlé beaucoup d'aspects plus psychologiques, C'est vrai. développemental, tu sais, de la sexualité. Puis ce développement-là, puis cette façon d'être-là sexuelle, tu sais, est vraiment propre à chacun, Mhm. chacune. Ne reste plus qu'à se trouver pour être en mesure d'être à l'écoute mieux, je pense, les uns Mhm. des autres. Puis ça, c'est vraiment en soi une force. Puis ça serait, je pense que ça changerait bien. Ça changerait, oui, notre communication dans une perspective positive, mais je pense que ça Oui. changerait de façon globale un peu. Genre, ça l'atténuerait du moins les normes puis les genres de stigmas sociaux si on était un peu plus dans cette C'est discussion vrai. positive-là de la sexualité. Et surtout si on apprend à se connaître soi-même avant de vouloir Mhm. connaître l'autre. Totalement. Toute part de là. Ah! Hey, Tout merci. est dans tout. Ouais, vraiment. Une belle poupée russe. Merci, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. On se revoit pour un prochain épisode dans quelques instants, j'imagine. Vous allez faire juste next parce que vous aimez ça.